Bien, c'est parti. Alors, je continue l'exploration de l'outil Orange Data Mining et cette fois-ci, nous allons parler de clustering. Alors bon, clustering, de mon temps, on parlait de classification automatique. Mais aujourd'hui, il y a une confusion entre classification et classement. Voilà. Du coup, pour éviter ça, je parle de clustering maintenant pour parler de l'apprentissage non supervisé. On est d'accord, hein. Alors, resituons un peu les choses. Je suis à ma deuxième semaine de cours, là, ça y est, on a commencé les enseignements et on est dans un schéma de mise à niveau, remise à niveau. Ils ont des cours par ailleurs de programmation Python, programmation R, programmation, hein, on est d'accord là-dessus. Ils ont aussi fait des cours sur les entrepôts de données, très bien, pour qu'il y ait là cette partie data engineering, hein, voilà, qu'on va compléter par ailleurs, voilà, avec les outils ETL, ainsi de suite. Et parallèlement à ça, moi-même, j'assure des remises à niveau. Des remises à niveau, notamment sur les méthodes de machine learning. Voilà. Alors, comme le niveau est un peu hétérogène, à ce stade de l'année, en tous les cas, hein, on a la deuxième semaine de cours, hein, on est en plein milieu de la deuxième semaine de cours, du coup, j'utilise plutôt des outils low-code, no-code. Alors, principalement, je privilégie Name. C'est vrai que je suis très appétent à Name, hein, j'ai aucun souci à le dire parce que je trouve que c'est un outil formidable. Voilà, et comme ça, les étudiants sont plutôt sur du drag and drop pour pouvoir définir les chaînes de traitement, hein, les workflows. Et ça marche très bien parce que visuellement, ils voient bien les différentes étapes. Les mêmes étapes qu'on fera en Python après ou en R après, on est d'accord là-dessus, hein. Mais bon, là au moins, il y a des outils visuels. Là, le vrai enjeu, c'est de trouver le bon outil à l'intérieur de la palette des outils. C'est ça le vrai enjeu. Voilà. Alors, Naïm, c'est très bien, c'est ce que j'utilise moi-même, mais je veux pas qu'on soit dépendant des outils. On est d'accord là-dessus. Donc, depuis ces derniers temps-là, je vais compléter la formation, hein, ce que je fais par ailleurs en cours avec mes étudiants, avec des vidéos, avec d'autres outils, et notamment Orange Data Mining. Alors, le site web est là, voilà, ils ont une chaîne vidéo qui est excellente, très bien, voilà. Et donc moi-même, du coup, je vais compléter en français pour le coup, hein, voilà, voilà, avec des vidéos. J'en avais un sur les arbres de décision, j'en ai fait un sur la comparaison des modèles prédictifs, hein, c'est ce que j'ai fait ici. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la méthode des centres mobiles. Alors, les données que j'utilise, ils sont dans ce support-ci. Vous le trouvez facilement sur la page web, hein, les données sont là. Donc, c'est la Camins, on va faire les Camins en fait, hein, très bien, et elles sont là les données. Hein, voilà, vous avez les données qui sont là. Ok, très bien. Alors, je les ai copié-collés tout simplement et je les ai mis dans un fichier Excel. Hein, voilà. On peut les visualiser ici, là, voilà. Donc, on a les modèles de véhicules qui sont là, c'est des voitures, hein. Très bien, tout le monde connaît mon appétence aux voitures, très bien. Donc, vous avez ici le nom des modèles, voilà, et ici la label, si vous voulez. Et là, vous avez les descripteurs. Bien. Donc, voilà. Alors, j'ai mis sous forme de fichier CSV. Pourquoi? Parce que Orange manipule les fichiers CSV, tout simplement. S'il lisait les fichiers Excel, j'aurais mis directement le fichier Excel. D'accord aussi, hein. Donc on voit bien que le séparateur de colonnes, c'est point virgule. Il n'y a pas de guillemets pour définir les chaînes de caractères. Et toutes les valeurs sont des valeurs entières, hein. Il n'y a pas de point décimal. Très bien. Alors, une fois que c'est bon, ça, je vais lancer Orange. Donc, Orange, voilà, il démarre. Donc, il fonctionne. Moi, je suis sous Windows ici parce que l'université est sous Windows, donc je me conforme à cela, mais on peut très bien fonctionner avec d'autres systèmes, avec Orange Data Mining. Et je crée un nouveau workflow. Ça y est, je suis prêt. Alors, tout de suite, je sauvegarde pour éviter les problèmes. Voilà, je mets Orange Clustering Camins. Parce qu'il y a d'autres méthodes possibles, on est d'accord là-dessus. Alors, comme d'habitude, on a les étapes clés, hein. Importer les données, vérifier que tout est nickel, voilà, faire de la préparation si c'est nécessaire, ainsi de suite. Donc, j'importe les données, très bien, et je sélectionne les fichiers. Alors, il est là, ouvrir. Le délimiteur de colonne, c'est un point virgule. Le séparateur de colonne, c'est un point virgule. Voilà. Et le point décimal, c'est un point, mais il n'y en a pas ici, de toute manière. Donc, c'est OK. Une fois que c'est bon, très bien, toujours visualiser pour voir qu'est-ce qu'il a compris réellement. Donc, je prends un data table, là, je le mets là, et je connecte les deux. Et on voit bien. Et par défaut, donc il scanne un peu les données, hein, il vérifie à peu près les différents types. Il se rend compte que là, c'est plutôt un méta-attribute. Bah oui, c'est le label en réalité. Donc il le met automatiquement en méta-attribute. Voilà. On peut modifier ça. On peut modifier ça. Mais on peut aussi changer le rôle des variables de manière explicite, hein. C'est ce qu'on va faire. Voilà.
Alors justement, je prends un select column pour définir précisément le rôle de chaque variable. Je le connecte ici. Très bien, j'open. Et bon, comme j'ai déjà fait auparavant également, voilà, il a mis automatiquement. Bah, d'ailleurs, là, pour le coup, il a mis automatiquement ici, modèle en méta information, si vous voulez. Voilà, texte, il met, hein. Et là, on a les descripteurs, les variables, si vous voulez, les variables actives. OK. C'est des variables qui vous intéressent pas, vous les mettez en ignoré d'ici. Ainsi de suite. Alors, une fois que c'est bon, là, bah, faisons quelques statistiques, hein. Donc, je vais voir ici les statistiques. Très bien. Elles sont où les features statistiques? Je crois qu'ils sont par là. C'est là. Ça permet d'avoir une idée globale, hein. Ah, voilà. Donc, on a la distribution ici, la moyenne, mode, médiane, dispersion, l'écart type. Et on voit bien que les variables sont pas sur les mêmes unités. On voit bien ici, hein, la puissance, il est là, c'est en chevaux. La cylindrée, c'est en centimètres cubes. La vitesse, c'est kilomètres heure. Longueur, c'est en centimètres, je pense, ici. Voilà. 4,26 m, oui. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Donc, on voit bien qu'ils sont pas du tout sur les mêmes unités. Donc, c'est pour ça que je vais les standardiser. Hein. Alors, l'outil pour le faire, c'est l'outil, alors le nom est pas très intuitif, hein, j'ai mis du temps à chercher un peu, c'est Continuise. Voilà. Allons-y. Donc, je mets ici. Comme j'ai sélectionné les variables à traiter, il y a uniquement les inputs qui va traiter. Alors, on y va. On a les variables qu'il a présélectionnées et on veut standardiser. Et d'accord, hein? On veut centrer et réduire l'écart type où la variance est égale à 1. Bon, bien, ok, save. Ah, parce que j'ai cliqué, ah, j'ai fermé. C'est pour... Heureusement que j'ai sauvegardé, hein. J'ai cliqué par inadvertance sur le fermer. Ah, j'ai pas... Voilà. Open. Voilà. Il est tout sauvegardé. Ah, c'est ici que je dois cliquer. Ah, j'ai cliqué ici au lieu de cliquer là. Standardize. Très bien. Nickel. Alors, de nouveau, je vérifie, hein. Je vais visualiser les données. Voilà. Et on voit bien que les données ont été centrées et réduites. OK. Donc le domaine de variation est à peu près entre -3 et +3, mais pour aller à -3 et +3, c'est déjà beaucoup, hein, on est d'accord là-dessus. Alors, une fois que c'est bon ça, alors, bah, du coup, je vais pouvoir lancer les camins. Donc je vais dans les méthodes non supervisées, qui sont là, hein. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de méthodes, hein, très intéressantes par ailleurs. Bon, moi, je vais m'en tenir aux camins, mais j'aurais pu utiliser d'autres méthodes. Oui, d'accord là-dessus, hein. Ça peut être un exercice intéressant d'ailleurs, hein. Il y a même les cartes de Cohen. Ça, c'est pas mal, ça, hein. Les cartes de Cohen, on peut l'utiliser comme outil de visualisation, comme on peut l'utiliser également comme outil de clustering ou de pré-clustering. Je fais ça dans mon cours par ailleurs, hein. J'ai un cours par ailleurs en Master 1 euh, de clustering et justement j'utilise, on peut dire que c'est une vieille méthode, mais la régression linéaire aussi est une vieille méthode, on est d'accord là-dessus, on va pas s'attacher à ça, hein. Le plus important c'est qu'est-ce qui me permet de faire et quelle est la valeur ajoutée qu'elle apporte dans mon étude, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc du coup moi je prends les camins et je le mets là et je connecte avec les données transformées. Il fait les calculs, là, ça prend un peu de temps et je regarde ce qui se passe. En fait, par défaut, il m'a proposé deux. Quand j'ai lancé la première fois, il m'avait proposé quatre. Voilà. Mais surtout, je peux faire une plage de valeurs, 2 à 8. Et il vous donne l'indice silhouette. Oh, très bien. Qu'est-ce que c'est que cet indice-là? Alors, revenons sur le cours, on va voir ça dans les mesures. Et c'est page, j'avais noté ça, 30. 30, 29 en fait à la base. L'indice silhouette, c'est quoi? C'est pour chaque individu, ça permet de mettre en avant son degré d'appartenance à sa propre classe. Plus il est proche de 1, plus il est vraiment intégré dans sa classe. Et s'il prend des valeurs négatives, ça veut dire qu'il est plus proche d'une autre classe que sa propre classe. Ça ne va pas du tout, en fait. On est d'accord là-dessus. Très bien. Voilà. Et ça, c'est pour chaque individu. Et on peut calculer des moyennes qualifiées chaque cluster ou la partition dans son ensemble. Très bien. Alors, du coup, ça peut être utilisé comme un critère, hein, de sélection des nombres de classes. On est d'accord là-dessus. Et c'est ce qu'il met ici. J'ai fait varier de 2 à 8. Quand on fait une partition en deux clusters, voilà l'indice silhouette, qui est le plus élevé, 3, voilà, 4, ainsi de suite. On voit que, d'ailleurs, hein,
Si on se base sur cet indicateur, ce n'est qu'un indicateur statistique, hein, mais bon, c'est un indicateur qui est interprétable, on comprend très bien ce qu'il est en train de faire, hein. Le cours là, il est très intéressant parce que ça vous montre bien quel est l'intérêt de cet indice-là, comment il se mesure, et en gros, ce qu'il vous donne, c'est un degré d'appartenance aux classes, c'est ça l'idée. Plus il est proche de 1, quand il est positif, déjà c'est bien, et plus il est proche de 1, plus son appartenance à sa propre classe est très élevée. Donc il me dit 2. Alors bah, du coup, je vais fixer 2. On est d'accord là-dessus. Alors, une fois que c'est ça, il y a des outils qui permettent de voir ce qui se passe. Alors, par exemple, il y a l'outil Silhouette Score. Il est là, il est dans Visualize, Silhouette Plot. Alors, je le branche là, et il vous donne donc le degré d'appartenance de chaque individu. Et pour les valeurs élevées, donc ça veut dire qu'on a les individus les plus représentatifs de leur propre classe. Qu'est-ce qui se passe ici? On a groupé selon les clusters, cluster 1, cluster 2, voilà, et les individus sont annotés par leur modèle, par le modèle, leur label, si vous voulez. Donc si je prends là, la Citroën C2, voilà, Yaris, Corsa, donc le cluster 1, c'est plutôt le cluster des petites voitures. C'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Donc les individus mal représentés dans leur propre classe, moins bien représentés, parce que ça reste positif, on est d'accord, hein, c'est l'Audi A3. Voilà, l'autre là, Musa, Mercedes A. Si je prends le cluster 2, les parangons les plus représentatifs, 607, Citroën C5, Mercedes classe E, donc c'est des grosses voitures, donc on voit bien qu'on a petite voiture versus grosse voiture. Et les individus qui sont moins bien représentés, c'est les voitures moyennes encore une fois, hein. Voilà, Citroën C4 à 26 et tout ça. Donc ça pose la question d'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux finalement de mettre trois clusters alors, pour avoir petite, moyenne et grosse voiture? Alors ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est là qu'on a besoin de l'expertise métier. Je le dis tout le temps, l'intérêt de l'expertise métier, c'est qu'elle amène un point de vue qui n'est pas dans les données. Il y a des connaissances supplémentaires qui sont pas dans les données, c'est ça ce qu'amène l'expertise métier. Et donc, ça permet de relativiser nos résultats numériques. Voilà. Bon. Moi, je suis pas là ici, hein. Moi, je suis dans l'idée de montrer un outil. On est d'accord là-dessus. Mais c'est des questions qu'il faut se poser, clairement. Bien. Donc, c'est un outil très intéressant. Ça vous permet de voir les parangons, les individus représentatifs, les plus représentatifs de chaque classe, hein. Petite voiture et la grosse voiture. Alors, l'autre élément important, bien sûr, c'est que on peut voir les données, en fait. On peut voir les données avec une information supplémentaire, c'est le cluster d'appartenance. Vous avez bien vu, hein? Là, vous avez le label. Là, vous avez le cluster d'appartenance. L'indice silhouette associé à chaque individu. Et là, la description dans l'espace des données sont très réduites. Alors, quand je parle de ça, parce que il me paraît important de voir quelles sont les variables déterminantes dans la détermination, dans la construction des clusters, hein. C'est bien, hein? Il a fait un clustering dans un espace multidimensionnel, en prenant en compte les différentes variables, qui sont pas indépendantes 2 à 2 et qui sont pas orthogonales 2 à 2. Donc, il y a des interactions et tout ça. Mais quand même, j'ai besoin de savoir quelles sont les variables les plus intéressantes, en les prenant individuellement. Bien sûr que je perds de l'information en ce faisant. On est d'accord là-dessus parce que je tiens pas compte des corrélations de tes variables. Mais, d'un autre côté, j'ai besoin d'interpréter les résultats. Et donc, j'ai besoin de savoir quel est le rôle des variables prises individuellement. On est d'accord là-dessus, hein? Donc, l'intérêt de prendre les variables individuellement, c'est que c'est plus facile à lire, mais ce faisant, il y a une perte d'information parce que les variables sont pas orthogonales 2 à 2. Voilà. Alors, pour voir ça, en fait, je vais gruger. En fait, l'outil que je vais mettre en avant, il est là. Voilà, page 7. Page 8, j'avais noté. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir si les moyennes conditionnelles sont suffisamment écartées quand je projette les clusters sur une variable. Plus ils sont écartés les uns des autres, et plus la variable joue un rôle important dans la définition des clusters. S'ils sont totalement confondus, bah, c'est pas intéressant, on est d'accord là-dessus. Alors pour ça, on a un critère de qualité de partition projeté sur une variable, c'est le rapport de corrélation, carré du rapport de corrélation. Mais j'ai regardé, il n'y a pas ça dans Orange. En revanche, ce qu'il y a dans Orange, c'est le critère ANOVA. Le critère ANOVA, c'est quoi? C'est la somme des carrés des résidus, qui est là, qui est divisée par la somme... non, c'est la somme des carrés expliqués divisée par la somme des carrés des résidus, tout cela corrigé par les degrés de liberté. Voilà. Mais en réalité, ça fait le même ranking que le rapport de corrélation, c'est ça qui est important, hein. Via cette relation-là, on voit bien que ça vous fait le même ranking. Ben, du coup, allons-y alors.
C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais gruger un peu en lui disant que le cluster d'appartenance, on a vu qu'il est là, hein, le cluster d'appartenance, il est là, c'est la variable cible. Et pour prédire la variable cible, je vais utiliser les variables, les descripteurs. Allons-y ici. Boum, voilà. Donc il l'a mis par défaut parce que je l'ai fait avant, hein. Donc ici on a cluster et ici on a les variables. Très bien. Et je vais utiliser l'outil rank. Boum. Quels sont les critères qui mettent en avant? On peut utiliser l'information gain, mais l'information gain où on croise une variable quantitative avec une variable qualitative, je ne sais pas très bien. Il faudrait lire la doc pour ça. En revanche, il y a un critère que moi je vois bien, c'est la nova. Alors, si je regarde le critère de la nova ici, hein, on voit bien que la variable la plus déterminante dans la définition des clusters, voilà, c'est la longueur. C'est là où les moyennes conditionnelles sont les plus écartées. Les variables, la variable la moins déterminante, c'est hauteur. Très bien, bah, vérifions ça alors. Je vais mettre feature statistique. Alors, feature statistique, il est où là? Il est là. Là, et je branche ici. Je vais calculer les statistiques descriptives, voilà, mais conditionnellement au cluster d'appartenance. Open. Donc j'enlève au départ, il n'y avait pas au départ, hein, on est d'accord. Ça, c'est la description originelle des données, sauf que les données ont été centrées réduites maintenant. On voit bien, hein? Voilà, très bien. OK. Alors, une fois qu'on a ça, OK, je vais colorier avec les clusters d'appartenance. Il me dit que la variable la plus déterminante, c'est longueur. C'est ce qu'on voit ici à droite, hein? Voilà. Effectivement, on voit bien, hein, que le cluster 2, ce sont ceux qui ont une longueur élevée, et le cluster 1, c'est une longueur faible, et il n'y a pas de chevauchement dans les distributions conditionnelles. En tout cas, sous cet angle-là. Ah, c'est excellent. On voit également que vitesse, il y a aussi ce distinguo des distributions conditionnelles, moi avec moindre ici, parce qu'il y a un petit chevauchement là, et on le voit. Hein. Celle où il n'y a pas du tout d'écartement, c'est hauteur. Alors voyons hauteur, elle est où? Il est là. Et on voit bien que les distributions conditionnelles sont confondues. Donc, ce critère-là, le critère ANOVA, si vous voulez, ça permet bien de voir l'effet, enfin, donc l'écartement des moyennes conditionnelles quand on projette le cluster sur une variable. Et ça vous donne une idée des variables les plus déterminantes dans la définition des groupes. Bon, dans l'interprétation des résultats, c'est fondamental. Ça, dans mon cours de clustering, je dis tout le temps, d'abord, il faut caractériser la partition, notamment avec les variables, et ensuite, une fois qu'on a la caractérisation de la partition, voilà, on regarde, voilà, donc la caractérisation de chaque cluster cette fois-ci, en utilisant des outils comme la valeur test, par exemple. Bien. Alors, on peut utiliser ça, comme j'aurais pu utiliser également un boxplot, hein. C'est ce que je fais ici. Je vais prendre un petit boxplot là, pour faire joli, hein. Voilà, très bien. Donc, au départ, j'ai les distributions marginales. Si je prends par exemple longueur, hein, j'ai la distribution marginale. Et quand je mets cluster, j'ai les distributions conditionnelles. Et on voit bien, hein, que là, on a la moyenne, hein. Il y a la médiane ici. Mais là, sinon, ce qui met au-dessus, c'est la moyenne, plus ou moins l'écart type. Et on voit bien, hein, écartement sur longueur. Si je prends hauteur, cet écartement-là, il est moindre. Là, on peut comparer d'un graphique à l'autre, là, pour le coup, parce que on est dans l'espace des variables santé réduites, hein. On voit bien ici. Longueur, écartement fort, c'est ce qu'il dit là. Hauteur, écartement faible. Voilà, vitesse, c'est le deuxième écartement fort, ainsi de suite. Et enfin, un autre outil pas mal, bien sûr, c'est le scatterplot. C'est ce que je fais ici. Je mets un petit scatterplot là. Et on a un joli graphique. Alors bon, j'enlève d'abord tout ça là, parce que voilà. Ça, c'est le graphique initial où j'ai mis longueur comme première variable, parce que c'est la plus déterminante, et vitesse. Voilà. Alors, bah, déjà, je peux voir bah, les étiquettes. Donc, je mets label et je mets modèle. On voit bien, hein, Alpha 156, BMW, Mercedes classe E, Peugeot 607 par là. Là, c'est Twingo, Panda, Yaris. Donc, on voit bien grosse voiture, petite voiture, hein. Et si je mets des couleurs en fonction de cluster d'appartenance, on le voit bien ici. On voit bien là. Groupe 2, là, groupe 1. Alors là où c'est très intéressant, c'est que on peut même mettre la taille des points, donc en fonction de l'indice silhouette. Rappelez-vous, hein, quand l'indice silhouette est proche de 1, on a une appartenance forte. Plus on s'éloigne de 1 vers 0,
Voilà, et on a une appartenance faible. Si l'indice est négatif, ça veut dire qu'il est plus proche d'une autre classe que sa propre classe. Donc je mets l'indice silhouette et on voit bien que la théorie est vérifiée. Quand on est dans la zone frontalière entre les deux groupes, là, cette zone-là, on voit bien hein, que ici, effectivement, l'indice silhouette, elle est plus faible parce que le point est plus petit. On voit bien, hein, très bien. En revanche, quand on est loin de la zone frontalière, voilà, bon, on a les gros points ici. Donc l'indice silhouette est élevé. Hein. Donc l'indice silhouette est faible quand on est dans la zone frontalière, ce qui est exactement ce que dit la théorie. Hein. Et là, pour le coup, ça marche bien parce qu'on n'a que deux groupes. Et donc, on voit tout de suite ce qui se passe. Bon, là, les groupes sont quand même pas mal bien définis, on est d'accord. Hein. Très bien. Donc ce graphique est vraiment pas mal. Hein. Alors, il y a aussi les méta-informations qu'il affiche. Sauf que, il y a quelque chose de gênant. Si on regarde en dessous ici, regardez, bon, on regarde en dessous, là, on a la description des variables dans l'espace centré réduit. Pour l'interprétation, c'est pas terrible, ça. Donc, j'aimerais avoir la même chose, mais dans l'espace originel, pour que les valeurs qui sont affichées soient lisibles, soient compréhensibles, en kilomètres heure, en centimètres, en centimètres cubes, en chevaux, ainsi de suite. Donc, ce que je veux, c'est refaire à peu près cette analyse-là, l'analyse descriptive, là, conditionnellement au groupe d'appartenance, mais en utilisant de l'espace originel. Donc, il faut que je récupère les données initiales de l'espace originel et que je l'amène dans un tableau où il y a le cluster d'appartenance. C'est ça l'idée. Alors, il y a des fonctionnalités ETL. Bon, c'est beaucoup dire que des fonctionnalités ETL, hein. Voilà, ici, qu'on peut voir ici dans Transform. Et moi, notamment, j'utilise Merge Data. Dans NAME, il y a pas mal de fonctionnalités ETL qui sont extrêmement intéressantes. Hein. Je vous conseille vraiment de regarder. Bon, là, pour ce que je veux faire, déjà, c'est pas mal. Donc, je mets Merge Data et je vais prendre les données originelles et je vais fusionner avec les données issues des Kamins pour que on ait la visibilité, on puisse associer la description dans l'espace originel et le cluster d'appartenance. Et ce qui se passe ici, donc je vais ouvrir, voilà, Find Matching Pair of Rows, parce qu'on accole les deux jeux de données, hein, et pour le matching, j'utilise le row index. Comme ça, on a bien les données. Alors, ok, très bien, vérifions tout de suite ce qui se passe. Je mets un data table là, je vérifie et regardons. On a bien les données, voilà. Puissance 1, cylindrée 1, c'est l'espace originel. Et puissance 2, cylindrée 2, toutes les variables indexées à 2, c'est l'espace centré réduit. Du coup, je vais conserver uniquement quoi? Je vais conserver le cluster d'appartenance, voilà, et la description originelle. Les 1, si vous voulez. Donc, je fais ça avec un select columns. Voilà. Il est où le select columns? Déjà, je ne le vois plus. Il est là. Bien. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que je vais conserver, en fait. Hein. Donc, tout ça, là, je l'envoie dans les ignored, et tout ça, je le mets ici. Et en target, je vais mettre cluster. Voilà. Alors, une fois que donc, je peux le garder en méta, en fait. Hein. On verra, oui, je peux le garder en méta, tout simplement. Du coup, si je remets un data table, on a bien, voilà, les différentes informations et uniquement les puissances 1, ainsi de suite. Et du coup, bah, je peux de nouveau refaire les boxplots et tout ça. Hein. Par exemple, si je prends le boxplot là, il est où boxplot là? Il est dans Visualize, il est là. Voilà, je le mets ici. Voilà. Et Open, voilà. On a les variables, voilà, longueur par exemple, et cluster. Et là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je vois que en moyenne, dans le cluster 2, donc la longueur moyenne des voitures, c'est 382. Et dans le cluster 1 plutôt. Cluster 1, la longueur moyenne des voitures, c'est 382. Et dans le cluster 2, la longueur moyenne des voitures, c'est 460. Voilà. Si je prends la puissance, voilà, donc cluster 1, la puissance moyenne, c'est 83 chevaux. Et dans le cluster 2, oulala, 179, ça me paraît énorme. Je sais pas si c'est des chevaux, là, pour le coup. Hein. Voilà, mais on le voit ici. On le voit ici. Ouais. Ça, c'est vraiment des voitures puissantes, pour le coup. Ah oui, très bien. Donc voilà.
Et on a la possibilité d'avoir des résultats interprétables parce que vous montrez ça à un expert métier et vous dites que la puissance moyenne d'une voiture c'est 1,2 et que l'autre c'est moins 1,4. Ça, le gars, il va rigoler, on est d'accord là-dessus. En revanche, le même graphique, mais vous mettez des valeurs compréhensibles là, il comprend ce qui se passe. Si je résume, la démarche de clustering, on connaît maintenant. On peut le faire avec différents outils. Voilà. Moi, dans ma remise à niveau, je vais plutôt utiliser Nine. Voilà. Tout un tas de raisons. Mais, bien sûr, il y a d'autres outils qui le font très bien également, des outils low-code, no-code. Et parmi ces outils low-code, no-code, il y a justement Orange Data Mining. Hein. Le site web, il est là. Voilà. Et il est excellent. Et là, on voit bien hein, ce qu'on est capable de faire. Hein. Avec des étapes totalement lisibles. C'est ça l'intérêt des outils no-code là. C'est que on a une visualisation, enfin, on peut voir visuellement chacune des étapes ici. Hein. Et bien sûr, il faut comprendre exactement ce qu'on fait à chaque étape, bien évidemment. Hein. Voilà, bah, excellent travail à tous.